Fidèles au poste, mesdames et messieurs, dimanche, c'est la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, nous allons aller du côté de l'ESID et avec monsieur Trésor Enanga, nous allons décortiquer la formule consacrée, mesdames et messieurs, les temps forts de l'actualité de cette semaine marquée par la hausse des prix des denrées de première nécessité, marquée par le retard de la publication du gouvernement dit des Warriors, entre guillemets. Nous allons parler de la pétition contre Godempo et vous le savez d'ailleurs qu'il est passé, donc il reste le numéro 1 de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et nous allons terminer par ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. La situation n'est fait que s'empirer. Les images que l'on nous envoie, les vidéos provenant de l'Est sont atroces, insoutenables. Et avec mon invité ce dimanche, nous allons en parler en long et en large. Trésor Enanga, très heureuse de vous recevoir. Merci beaucoup pour l'invitation, Madame Paulette Kimuntu. Je suis heureuse. Merci. ESID, Oui. combien de députés à l'Assemblée nationale? Parce que moi, j'ai ouï dire que vous êtes un poids plume à l'Assemblée nationale. Oui. ESID ne pèse pas, en fait. Oui, ce sont des racontards de nos amis d'en face et qui sont organisés à faire passer des mensonges à tout bout de champ. Les idées, après les élections et la fabrication des résultats par M. Corneille Nangaa, il a plu à Corneille Nangaa de donner à la dynamique de l'opposition de l'époque 7 députés. Et après la blague de la proportionnelle, ils ont retiré 2. Et finalement, ils sont restés au nombre de 5. Donc là, nous avons les élus à Kinshasa, 3 provinces, donc Lukunga, Tchango et Funa. Et puis nous avons à Goma et Okwilu. Certains d'entre eux ont-ils basculé à l'Union sacrée? Non. Heureusement, pour les députés ESID, excepté M. Albert Fabrice Pouella, sa position n'est pas vraiment très bien connue. Moi, personnellement, je ne Il y a la dynamique de l'opposition. Ah, mais il n'est pas de l'ESID. Mais il n'est pas de l'ESID. Il a son parti politique. Alors, ils n'ont pas bougé, ils sont restés stables, corrects, et puis ils continuent le combat. Parce que ces combats que nous menons, c'est un combat de la dignité du peuple congolais. Ce n'est pas un combat qu'on peut le brader à tout bout de champ et demander à tout le monde de basculer par moment, être soit à gauche, soit à droite sans conviction. Je pense que nos députés sont là, ils font un bon travail. Ceux qui suivent ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ils connaissent. Ils sont en train de se battre pour faire passer les idées. Malheureusement, cette Assemblée, nous la considérons à ce jour une Assemblée illégitime parce que la majorité de ceux qui la composent n'ont pas été élus. Vérité des urnes, c'est pas un combat dépassé, Trésor Enanga, parce que ça fait 2 ans que le président de la République a consolidé son pouvoir. Ça fait quelques mois aujourd'hui que la majorité a basculé. D'ailleurs, on nous dit Bolo Baliso Soso qui est mokonzité. Donc aujourd'hui, on sent la mainmise du président Étienne. Bon, on sait que ça Étienne Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi d'aujourd'hui, on sent qu'il reprend son impérium sur toute l'étendue de la République, sur toutes les institutions aujourd'hui. On sait qu'il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas une coalition aujourd'hui autour de lui. Alors, vérité des urnes, on va continuer ce combat jusque quand? Oui, la vérité des urnes a traversé plusieurs paliers parce que nous avons présenté toutes les situations depuis le 30 décembre 2018. Étant politique, étant des intellectuels, on ne pouvait pas rester sur une position bloquée sans avancer parce que le pays doit avancer malgré la fraude, malgré la tricherie qu'il y a eu. Alors nous avons fait un premier palier, on a demandé la publication des résultats, finalement respectant la loi premièrement. Deuxième palier, on a demandé s'ils pouvaient les fusques publier province par province, ils ont refusé, ils n'ont pas fait ça. Et nous sommes passés au plan de sortie des crises. Le plan de sortie des crises, c'est le 3e palier de la vérité des urnes. Parce que nous proposons maintenant comment nous devons avancer. Vous voyez, il y a un temps, nous sommes avec la MOUCA, avec le Présidium, nous présentons nos propositions à nous. Par rapport aux différentes lois, on a commencé avec la loi avec la CENI. Avant-hier, c'était la loi avec la réforme sur la loi électorale. Et après, il y aura la loi sur la proposition de l'identification des électeurs, ainsi qu'un calendrier provisoire proposé par la MOUCA des élections, des futures élections. Tout ça, pris ensemble, c'est la vérité des urnes. Parce que ce qui compte pour le Congolais, c'est que la CENI qui existe n'a pas le rôle de fabriquer des résultats, mais a justement le rôle de les collecter et de les présenter à la place publique. Comment les peuples, à génération d'évoluer,
auprès d'un monsieur, auprès d'une dame ou auprès d'un groupe d'individus ou un groupe de partis politiques, un regroupement politique. Voilà. J'ai avec moi le secrétaire exécutif provincial de l'ECID, Moamba, oui. Donc un tout petit peu aussi la bouche autorisée de l'ECID. Alors, je vais dire que le projet que Martin Fayulu a présenté le samedi par rapport à la réforme de la loi électorale, de la CENI, tout cela, que c'est une idée de Deli Sesanga, que M. Martin Fayulu n'a fait que plagier, en fait, l'idée de Deli Sesanga. J'ai ouï dire, j'ai quelqu'un de l'ECID avec moi, est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer cette information? D'abord, c'est faux, parce que le plan n'est pas présenté par Martin Fayulu, c'est présenté par l'AMUCA. C'est un travail d'équipe, un travail de présidium. C'est le présidium qui présente ce travail. Et sous le présidium, il y a des structures dans l'AMUCA. Et c'est bizarre que toutes ces structures de l'AMUCA ne viennent que prendre l'idée de Deli Sesanga, qui est l'idée que moi, personnellement, je ne connais même pas, qui n'a jamais organisé, même ne serait qu'une conférence comme nous la faisons là, où il a présenté cette idée-là. Je ne sais pas si vous avez les éléments de ces idées de Deli Sesanga. Moi, personnellement, je n'en connais aucun élément. Alors, moi, je sais que nous sommes des travailleurs. Mais quand nous avions proposé la loi sur la CENI, où était-il pour venir nous dire que nous avons aussi copié son idée? Les Congolais, tous doivent réfléchir. On est un peuple. Nous sommes des personnes, des personnalités. Nous devons réfléchir pour que les pays avancent. Si il se fait que, je dis bien si, parce que je ne connais pas ce que lui a proposé, et qu'il y ait des ressemblances dans certains points. Mais la question électorale, ce n'est pas inventée par Deli Sesanga ou inventée par le président Louis Martin Fayulu. Il y a des repères statiques, il y a des repères fixes. Convergences parallèles. Voilà, il y a des convergences parallèles. Comme l'a dit Monseigneur Voilà, donc, ce n'est pas impossible qu'il y ait un ou deux points qui se ressemblent. Mais qu'on ne dise pas que tous ces travaux intellectuels est un plagiat. Là, c'est toute fausse information. Nous allons prendre, merci Trésor Enanga, nous allons prendre le tout premier dossier, mesdames et messieurs. Nous allons commencer par le social. Nous allons parler un peu de la hausse des prix. Nous nous rendons compte ces derniers temps, mesdames et messieurs, que les prix des denrées de première nécessité ont pris vraiment de l'ascenseur. J'ai même posté sur les différentes pages, mes différentes pages sur les réseaux sociaux, vraiment cette différence de prix depuis quelques mois. Nous allons en parler tout à l'heure avec Trésor Enanga. Nous sommes au marché Kanlufungula, où l'on constate une flambée des prix des denrées, telle dénoncée par les habitués de ces lieux. D'après ces personnes, cette situation impacte fortement sur les paniers de la ménagère. Vendeurs et acheteurs ont du mal à s'approvisionner. Tous demandent au gouvernement congolais d'améliorer leur train de vie. Notons que la dépréciation continuelle du franc congolais par rapport à la devise américaine serait à la base de la surchauffe de prix des denrées sur les marchés. Mais aussi, les débuts de la pandémie de la Covid-19 en RDC a rendu les choses plus difficiles car l'économie congolaise est en baisse. L'on a constaté ces derniers temps la flambée de prix sur différents marchés quinois. Cette situation préoccupe bon nombre de Congolais. Pour Trésor Enanga, l'actuelle conjoncture prouve à suffisance que le pays va mal. Le fait que les autorités ne sont pas légitimes et légales, les personnes sérieuses ne peuvent pas oser venir entreprendre dans un pays à risque. La faute revient à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui aux affaires, qui sont entrées par la petite porte. Et ils ne peuvent rien donner à ces peuples parce que les peuples ne les avaient pas élus. Elle, la ministre dont vous faites allusion, n'est qu'une pièce du puzzle. La pièce qui confirme que le pays va mal. Ce secrétaire exécutif de l'ECID, Moamba, a même dressé un tableau de comparaison démontrant l'instabilité économique dans laquelle vit présentement le pays. Il y a certains produits aujourd'hui sur les marchés qui ont pris de l'ascenseur, vous n'avez pas d'idée. Je vais vous rappeler les kilos de sucre de 5 kilos qui en 2018 vous coûtaient 5 500 francs. Aujourd'hui, c'est presque 11 000 francs.
C'est presque le double. Vous allez prendre les Makayabu ambassades, les gens qui connaissent ces Makayabu, qui coûtaient 75 000 francs en 2018. Aujourd'hui, c'est presque à 108 000 francs. Et un dernier produit que vous connaissez tous, le riz par exemple de 25 kilos, qui coûtait 28 000 francs. Aujourd'hui, le riz coûte près de 45 000 francs. C'est pour vous dire qu'il y a l'inflation, elle est réelle, et que notre pays a pris une direction, que je dirais une direction vers l'enfer. À noter que la hausse des prix des denrées de première nécessité est une situation préoccupante, car celle-ci met en totale difficulté le panier de la ménagère congolaise. Trésor Enanga, quel lien faites-vous, je vous ai suivi personnellement, entre légitimité et hausse des prix de denrées de première nécessité? J'ai pas compris. Quel est le lien que vous faites entre les deux? Le simple lien, madame, c'est la confiance. C'est la confiance entre les personnes qui doivent venir investir dans un pays où on reconnaît que ces peuples se reconnaissent par ses dirigeants. Parce que les dirigeants qui sont élus d'une élection, qui proviennent d'une élection, ils ont un pacte développant le peuple. Il y a un contrat social. Mais ceux qui ne sont pas élus n'ont pas de contrat social. Ils ont un maître à penser. Ils ont la personne qui a permis qu'ils puissent être là. C'est d'abord à cette personne-là qu'il faut commencer par respecter les ordres ou respecter les caprices avant de penser au peuple. Bon, si cette personne est de bonne foi, il peut vous laisser travailler. Mais si malheureusement il est de mauvaise foi, nous faisons qui allusion, est cette personne-là aujourd'hui? Nous faisons allusion à l'accord FCC Cash. Ils ont été là, le FCC, pendant 18 ans. Ils n'ont pas changé les choses. Vous venez après et vous entrez au pouvoir avec un accord avec eux. Logiquement, rien ne peut changer. C'est comme ça que nous disons, le fait d'être là, avec les mêmes personnes, et qu'on n'a pas été élu, on a été nommé, député, et à tous les niveaux, l'essentiel du Congolais n'est pas la priorité du gouvernement. La priorité du gouvernement, c'est d'abord de maintenir son pouvoir, de le stabiliser, de le mettre sur un trépied d'équilibre pour qu'après, il puisse penser au peuple. Pendant ce temps, les gens doivent vivre. Il y a l'explosion démographique. Il y a des situations, le corona qui est arrivé n'a pas alerté sa venue. Le corona est arrivé, ça fragilisait davantage les pays plus fragiles et les pays plus stables. Ils ont eu le temps juste d'être un peu secoués et de se relever. Donc, vous voyez que cette situation-là, parfois les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi nous insistons sur la vérité des urnes. Parce que quand les dirigeants ne sont pas élus du peuple, ils ne servent pas le peuple en premier parce qu'ils n'ont aucun pacte. Vous parlez des investisseurs. Enanga, oui. Je peux vous appeler Enanga parce que j'aime bien les noms africains et congolais. Enanga, le président a voyagé depuis 2 ans, des multiples voyages. Oui. On a vu des accords signés. Oui. Dernièrement, c'est avec le Qatar. Il n'est pas passé en Égypte, partout ailleurs. Il a signé des accords, les Allemands et tout ça. Vous voulez nous dire que tous ces investisseurs ne viendront jamais en RDC? Ils ne viendront jamais, ça peut être extrémiste. Je dirais qu'ils pourront venir, mais ils ne feront pas ce qu'un vrai investisseur doit faire. Ils vont peut-être mettre de la poudre aux yeux. Ils vont payer des billets, ils vont vous amener dans des genres de formations, ils vous amener dans des histoires où directement il n'y a pas de retombées sur les social de la population. Vous devrez attendre parce qu'eux, ils savent, ils connaissent qu'est-ce qui s'est réellement passé en 2018. Ils ont besoin des assurances. Ne dit-on pas que l'argent n'aime pas le bruit. Il y a le bruit des revendications, là il y a des bruits de guerre. Les personnes sérieuses ne peuvent pas venir. Mais investir. ceux qui sont à l'Est, comme on dit, Nanga, il y a des gens qui aiment bien le bruit. Il y a certaines personnes qui aiment bien le bruit. Les mafieux, évidemment. Donc ce sont les mafieux qui aiment généralement, le bruit. Les mafieux aiment le bruit parce que dans ces désordres-là, dans ces vacarmes, ils se retrouvent. On ne sait pas bien suivre comment payer les taxes, comment prélever les impôts, et avec les déséquilibres qu'ils installent, qu'eux-mêmes maîtrisent, ils savent comment se faire de l'argent. Les frontières sont poreuses, ils peuvent faire traverser des minerais ainsi que des mouvements de population à tout moment. Et dans ces conditions-là, seuls les mafieux peuvent venir. Mais quand les mafieux viennent au pays, ce n'est pas pour donner le pain et le lait à la population, non. C'est pour détruire, c'est comme le diable. Il vient pour détruire, il ne vient pas pour
donner à la population le bien-être. C'est comme ça, le peuple laissé à soi-même, de laisser avec la situation du corona, les problèmes d'importation et d'exportation, on voit automatiquement que les pays étaient très fragiles sur le plan économique et flambée des prix ont commencé. Qui gère la structure de prix? C'est quel ministère qui gère la structure des prix? Le ministère de l'économie, évidemment. Bon, le ministre de l'économie, c'était pas la dame. C'est une dame. C'est une dame qui est ministre de l'économie. Acacia, c'était elle. Donc c'est elle qui devait gérer. Oui, mais justement. Mais avec ce gouvernement qui gère aujourd'hui les affaires courantes, aucune grande décision ne peut être prise aujourd'hui. Oui. On attend toujours ce gouvernement. Oui, mais ça ne fait en attendant Mais c'est eux qui sont à la cause de ces blocages, c'est eux-mêmes. Ils se sont auto-bloqués. Moi, j'ai toujours dit ça. L'auto-blocage provient d'eux. Qui leur a demandé de stopper le gouvernement FCC cash? Parce que quand ils sont allés signer les accords, ils étaient seuls. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Personne ne les a envoyés faire des accords avec les FCC. Ils ont fait des accords, ce n'était pas pour gérer normalement, c'était d'abord pour avoir le pouvoir. Et la gestion du pays, c'était venu au second plan. Et c'est en entrant au pouvoir qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas gérer avec les pesanteurs du FCC. C'est comme ça qu'ils ont fait la distraction. Maintenant, ils nous ont sorti les deux grossesses. Une partie du FCC est partie au pouvoir et une autre partie du FCC est partie à l'opposition. Nous allons en parler tout à l'heure. Toute la scène politique est distraite à la population. Nous allons parler maintenant du gouvernement qui tarde à sortir. Enanga, ça fait... Nous allons, en tout cas tout doucement, vers 2 mois déjà, parce que c'est vers le mois de février que... Le Premier ministre a été nommé par le président de la République et jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement tarde toujours à éclore, à sortir. Tous les jours, on nous dit aujourd'hui, après c'est demain, après c'est aujourd'hui, après c'est demain. On attend toujours, on ne sait vraiment pas. Qu'est-ce qui bloque la sortie de ce gouvernement? Beaucoup de prétextes ont été donnés. On a dit que c'était... la non-représentativité de la femme qui faisait blocage. Ensuite, tout le monde veut être ministre. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Et nous allons parler de la feuille de route de l'église de Réveil, puisqu'on a dit, enfin, l'église de Réveil se réveille, parce qu'on a dit que c'était les catholiques qui en faisaient un peu trop par rapport à la politique. Deuxième condensé, mesdames et messieurs. Contrairement aux assurances données par le haut représentant du chef de l'État Kitenge Yesu sur la sortie du gouvernement, jusque-là, rien n'est fait. Les Kinois interrogés sur cette question se plaignent du temps que prend la publication de ce gouvernement de l'Union sacrée. Face à cette situation, la population invite le Premier ministre à mettre en place ce gouvernement afin de décompter certaines situations bloquées. Pourquoi est-ce que jusqu'à présent, les gouvernements n'arrivent pas à sortir? Pourquoi? Parce que je me pose tant de questions. Nous étions dans des difficultés graves, énormes. Et la solution, c'était juste de nous amener, changer. Comme c'était un gouvernement d'union sacrée, qu'ils puissent maintenant faire sortir vite le gouvernement, afin que l'union se base à la l'aise, nous puissions tous nous retrouver. Il y a même des fonctionnaires. Jusque-là, ils attendent toujours lorsque le gouvernement va sortir, afin que tout puisse aller. Nous sommes bloqués sur tous les plans. Le problème était la représentativité féminine. Maintenant, je ne sais pas si c'est ça, en fait, les problèmes qui continuent toujours. Cette dame appelle par contre la population à la patience pour avoir un gouvernement capable de travailler pour l'intérêt de la nation. Le gouvernement est bloqué. Les problèmes, ils sont là qui liste ya liboso oyo bakotsaki liste pour ba ministre babima siko liste wana bakendaki ko remarquer que na ba structure nyonso ndenge bakabolaki basi bazalaki te na minute oyo procédure musu babakisi omoni mutu pour kuma ministre bakokiozwa n'importe qui te. C'est pourquoi chef de l'État Fachi Beton ye alingi vraiment batu oyo bakozala vraiment ba ministre bakotelemela mboka bo bakokamba biso bazala na moralité moko ya bien. Notons par ailleurs que, selon le député provincial Peter Kazadi, le gouvernement est prêt à 99%. Il ne reste que quelques petits réglages pour sa publication dans les prochaines heures. Après la conférence épiscopale nationale du Congo, les églises du Réveil du Congo viennent de rendre publique leur feuille de route électorale. Elles mobilisent pour exiger la tenue des scrutins crédibles et transparents dans le délai constitutionnel en 2023. Objectif poursuivi, former et améliorer la qualité des électeurs
donner à la population congolaise la possibilité de se choisir un projet de société adapté à des aspirations. À en croire le président des églises évangéliques, Dodo Israël Kamba, l'échéancier électoral ne voudrait souffrir d'aucun débat. Il en appelle au respect de la Constitution, car, soutient-il, c'est sur base du respect qu'il est valable et convenable que les élections soient organisées en 2023. Dodo Kamba a indiqué que les priorités sont les dispositions qui doivent être prises à temps pour la tenue des bonnes élections transparentes, libres et apaisées. À noter que cette feuille de route prévoit aussi une implication des églises dans la campagne pour la mobilisation de la population congolaise autour de l'enjeu électoral. Ces confessions religieuses se disent prêtes à collaborer avec les parties prenantes au processus électoral à travers un engagement élaboré. Signalant par ailleurs que les églises du Réveil et les églises catholiques souhaitent la mise en place des nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante avant d'autres réformes. Et non, nous avons suivi la population, le temps. Cette brave dame a dit, ben voilà, il faut laisser le temps au gouvernement de se choisir des gens sérieux dans le gouvernement. Mais moi, j'ai un politique avec moi. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque la sortie de ce fameux gouvernement dit de Royaume? Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui bloque ces gouvernements, c'est de la distraction. La distraction entre eux, c'est de l'immaturité des acteurs politiques. C'est l'inconscience et puis de l'incompétence notoire. C'est ça qui... L'incompétence notoire des acteurs politiques congolais qui sont dans le FCC cash mélangé. Le problème, c'est ça. Ils nous ont berné dans un sophisme qui n'a pas de mots, qui n'a pas de sens. Ils ont commencé par nous dire que d'abord, c'est le FCC qui bloquait. Ils se sont démis du FCC. Un second sophisme vient nous dire que c'est Katumbi et Bemba qui bloquent. Et aujourd'hui, c'est les femmes. Et demain, ça sera qui? Moi, je pense que notre pays n'a pas besoin de cette humiliation à la face du monde. Ne dit-on pas ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. C'est un problème de conception du pouvoir. Quelle est la source de ce pouvoir? J'ai toujours rappelé ça. On vous dit, mais vous aussi, vous exagérez. Non! Mais c'est ça le problème, la source du pouvoir. Il vous distrait en divisant le FCC en deux parties. Et là où le FCC part au pouvoir, ils sont encore majoritaires. Mais les problèmes du départ les rattrapent plus loin. C'est ça le problème. C'est comme ça que je vous ai parlé de tout ça, de la distraction, de l'immaturité, de l'insouciance, inconscience et de l'incompétence. C'est ça le problème. Mais quand même, le président, tout le monde se lève. Moi, j'ai même un follower qui m'a dit de vous poser cette question. Nanga, comment dire, le silence du chef de l'État. C'est vrai qu'il y a partage du pouvoir, les institutions ne s'entremêlent pas, mais le chef de l'État est le garant des institutions, donc même de l'institution gouvernement. Les gens se disent, mais le silence du chef de l'État, est-ce que le chef de l'État ne peut-il pas se lever et dire, stop, ça suffit, sortez-moi ce gouvernement et qu'on commence à travailler? Pourquoi le président ne dit rien, ne pique mot par rapport à ce retard? À partir de l'article 69 de notre Constitution, qui donne les prérogatives du chef de l'État, d'où sort ces mots-là, garant des institutions, nous sommes dans une condition, dans un contexte normal, où on a un président élu par son peuple et qui a l'effectivité de son pouvoir. Mais si ce n'est pas le cas, ici on a un président qui est entré au pouvoir sur base d'un deal. Et le deal crie, le deal réclame. Il n'a pas ces potentialités-là de surpasser ces deals pour aller s'imposer. Il a cassé le mariage FCC. Non, là, c'est on l'a suivi, pardon. Et aujourd'hui, il a la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui, il peut se targuer, se bomber le torse, dire voilà, j'ai mon impérium. Et voilà, donc j'ai l'effectivité du pouvoir. Là, en fait, c'est ce qu'il présente à la population. Moi, je vous parle de la réalité. Ce n'est pas ce qu'on nous berne sur le visage. Non, la réalité telle que le pouvoir est issu d'un deal. Et avant de faire toute chose, les deals doivent être respectés. Les deals peuvent quitter des niveaux entre les individus, ça monte entre les regroupements, ça revient entre les individus, mais les deals existent.
et que par rapport à ces deals, il faut respecter le contour. Sinon, la première personne qui viole les deals, il viole l'effectivité de ces pouvoirs-là. C'est comme ça, moi je vous dis, par rapport à l'article 69 qui donne au président de la République, 69, 70 et vous continuez, qui donne au président de la République les prérogatives de garde de la nation, nous sommes dans une condition normale avec des élections crédibles, transparentes et apaisées. Mais dans ces conditions-ci où nous connaissons comment les choses se sont passées, non, là, ce qui se passe au fait, c'est une configuration hétéroclite où on a l'ancien FCC, on a le cash, on a les partis satellites du cash et on a les débauchés de la Mouka. Mis ensemble, ils n'arrivent pas à déceler. C'est un melting pot, en fait. Voilà, donc voilà, vous avez trouvé le mot, c'est ça. Et on ne peut pas trouver la solution pour qu'une personne vienne. Mais c'est politique, Enanga, c'est politique, c'est quand même des hommes d'État, je me permets de le penser, qui pensent, permettez la tautologie, au Congo, qui pensent aux intérêts des Congolais, qui pensent à protéger ce pays. Alors, si vous avez les pouvoirs, c'est pourquoi? C'est le pouvoir pour le pouvoir ou c'est le pouvoir pour servir la nation? La fameuse Union sacrée a commencé par nous dire qu'ils avaient un programme. Si vous leur posez la question, c'est quoi le programme de l'Union sacrée? Vous dites c'est la vision du chef de l'État. C'est quoi la vision du chef de l'État? C'est l'Union sacrée. C'est une comédie. C'est pour vous dire qu'ils sont là, ils savent comment ils sont arrivés là, et ils ne peuvent pas donner aux Congolais les niveaux de l'attente de notre peuple. Ils sont en train de perdre le temps inutilement. 2 mois depuis que du 15 mars, depuis que 15 février que M. Sam a été nommé, nous serons le 15 avril dans moins de 5 jours. Non, ça va faire 2 mois. Ça fera 2 mois, 60 jours. Vous réalisez 60 jours. Mais il est payé aux frais de l'État comme avec Premier ministre. Avec 2 premiers ministres en fonction maintenant, parce que l'un est démissionnaire, l'autre est entrant, qui n'a pas encore été installé par le Parlement, mais qui est payé sur la charge de ce même peuple du Trésor public. Est-ce que ces gens ont pitié de la population? Moi, je dirais non. La feuille de route de l'église de réveil est en garde. Est-ce que l'église de réveil, permettez vraiment ce jeu de mots, est-ce que l'église de réveil se réveille aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, Satan, c'est l'église catholique. Aujourd'hui, oui. C'est l'église catholique qui exagère, c'est l'église catholique qui bloque la gratuité, qui sabote la gratuité, c'est l'église catholique qui met les bâtons dans le roue du président Félix Antoine Tshisekedi. Mais aujourd'hui, l'église de réveil dit voilà, nous devons respecter les délais constitutionnels, les peuples doivent voter selon un projet de société. Voilà, donc nous devons avoir des nouveaux animateurs de la CENI. Eh bien, l'église catholique a-t-elle contaminé les églises de réveil? Donc, bon, au contraire, je dirais que la direction que prennent les églises aujourd'hui, ils ont compris que le pays va mal. Aucune église ne pourra prendre une direction qui va dans le sens du faux recensement et de tout ce qu'on nous raconte à côté là pour essayer de tirer en longueur les mandats du chef de l'État actuel. Parce que ils ont compris que cette situation doit s'arrêter. Et en son temps, quand le président élu Martin Fayulu en appelait aux élections anticipées, les gens l'ont traité de tout le nom d'oiseau. Et pourtant, le président lui était clairvoyant. Il voyait plus loin. Il savait qu'avec ses pouvoirs, il n'y avait pas d'issue. Et les églises ont un peu traîné les pieds. Et voilà aujourd'hui, après l'église catholique, qui s'est fait insulter à tout bout de champ. On a vu là sur les réseaux sociaux. On a même appris une église a été profanée dernièrement, au niveau de Makala. Alors, et maintenant c'est l'église du réveil qui suit. Et toutes les églises suivront, et vous verrez que ces sophistes de la dernière heure, ils n'auront plus d'issue pour prêcher leur fameux recensement qui devrait tirer une identification imaginaire, qui devrait tirer en longueur ces mandats. En tirer en longueur les mandats pour faire quoi? Parce qu'à ces jours, en 2 ans et demi, moi je prends un bilan de l'actuel pouvoir en 2 ans et demi, je retiens que 3 points. Le premier point, je prends la sécurité. Nous quittons de 20 à 140 groupes armés à l'Est. Déjà ça. Nous venons d'en parler, l'inflation des prix. Les prix de 2018 ne sont pas les prix de 2021. Et le troisième point, je prends les promesses. Mais c'est la faute au FCC, tout le monde le sait, par exemple. Non, mais oui, mais c'est toujours la faute des autres. Le ministre de Finances, Sélé Yalagouli, par exemple, tout le monde l'accusait de tous les mots. C'est lui qui bloquait les fonds, qui ne payait pas, qui sabotait les actions du chef de l'État. Voilà, ça s'explique aujourd'hui. Je vous dis que les sophistes de la dernière heure ne manqueront pas d'excuses. Après, là, ils vont toujours trouver un moyen de dire qu'ils sont des saints et ils ne font rien. Les malheurs, les diables, c'est les autres. Mais vous êtes au pouvoir pour vous plaindre.
pendant que le peuple attend, au moins nous parlons, on égorge peut-être une femme à l'est, parce que l'État ne fait pas son travail, parce que l'armée n'est pas présente. Toutes ces personnes qui disparaissent parce que les gens sont incompétents aujourd'hui. Ils attendront quoi? Encore 2 mois? Encore 2 ans? Mais Faty n'a que 2 ans. Kabila a eu 18 ans mais c'est encore pouvoir, une excuse. De pouvoir. C'est encore une excuse. Faty n'a que 2 ans. Qu'est-ce qu'il peut faire en 2 ans? Il n'a que 2 ans. C'est comme ça qu'il prend encore 2 mois pour former un simple gouvernement de 50 personnes. C'est pour vous dire qu'au départ, tout n'était pas correct au début. Quand je vous ai dit, la tour de la composition, elle est hétéroclite, et en ce moment, ils ne savent plus rien faire. Ils sont en train d'avancer, ils naviguent à vue. Ils ne savent même pas quelle direction nous devons prendre. Qu'est-ce qu'on doit dire au peuple? Est-ce qu'ils peuvent venir aujourd'hui vous dire dans 6 mois qu'est-ce qu'on devrait faire sur tel domaine, tel domaine, tel domaine? Rien du tout. Ils ne sont que dans des promesses et des promesses fallacieuses. Nous allons à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je l'ai dit tout à l'heure, Godin Poyi, il y avait une pétition contre lui. Il a gagné, il reste numéro 1 de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais voilà, il est là. Et son numéro 2, Francis Tchibalabala, a tenu un point de presse. Nous allons connaître un peu les tenants et les aboutissants et nous allons en parler tout de suite après. Au total, 36 députés provinciaux étaient présents ici à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il était question d'examiner la pétition contre le président de cette institution. Sur 36 votants, 33 députés provinciaux ont voté contre cette pétition. Ainsi, la pétition contre Godin Poyi a été donc rejetée. Le vice-président de l'APK précise. Honorables députés, chers collègues, la majorité des suffrages exprimés ayant voté contre la proposition de résolution, l'honorable président Godin Poyi Kadima reste dans ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Motif de satisfaction pour les élus de la ville de Kinshasa. Gilbert Ngombe, par exemple, félicite la bravoure de Godin Poyi. 9 points oyo basali remarque ayi ko défendre yango biso bato oyo tomoni ke azoloba vérité yango to voter ke atikala ne bonga na ye. Junior Nembalemba, lui, demande aux Kinois de continuer à faire confiance au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, puis à l'ensemble du bureau qui, en pleine plénière, ont été aussi frappés par une pétition. Le rapporteur de la PK explique. Les pétitionnaires qui se sont rendus compte que leur pétition n'avait pas été prise en compte par la majorité des députés, ils se sont décidés en pleine à l'enceinte de l'Assemblée provinciale de vite rédiger des pétitions contre les restes du membre du bureau. Je pense que nous allons mettre le projet de déchéance pour les autres membres du bureau à votre disposition et que vous allez voir que ça a été fait à la hâte. Et les griefs retenus contre les autres membres du bureau ne tiennent pas la route, ne sont pas cohérents. A noter que Godin Poyi reste toujours dans ses fonctions de président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est l'interprétation de l'article 28 du règlement intérieur qui a divisé les députés provinciaux pétitionnaires et les bureaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Les pétitionnaires font recours à l'alinéa 5 de l'article 28, alors que le vice-président a recouru à l'alinéa 4 du même article pour convoquer la plénière. Francis Tchibalabala explique. L'article 28 alinéa 5 que les collègues utilisent stipule ce qui suit. Lorsque les présidents et les vice-présidents de l'Assemblée provinciale sont mis en cause, les doyens d'âge convoquent et président l'Assemblée plénière avec les autres membres du bureau. Dans les cas d'espèce, les présidents et les vice-présidents n'étaient pas mis en cause. Il n'y avait que les présidents seuls qui étaient mis en cause depuis les 30, et nous avons convoqué la réunion le 5 avril, depuis le 30 mars. Nous avons convoqué la plénière le 5 avril pour examiner justement cette pétition-là. Et du 30 au 5, les vice-présidents n'étaient pas mis en cause. Ils font de l'amalgame, bien entendu. Ils ont mal interprété notre règlement intérieur et ils croient que la vérité est de leur côté, ce qui n'est pas correct du tout. Accusé
par un député provincial UDPS d'être des mèches avec le président Godin Poï. Francis Chibalabala se défend. Dire qu'il y avait une complicité entre moi et les présidents, je les pardonne personnellement parce que c'est quand même quelqu'un qui me connaît, c'est un député UDPS, je suis aussi UDPS, je ne sais pas il était piqué par quelle mouche, mais mes connaissants, parce qu'on se connaît, mes connaissants, il ne pouvait pas faire une telle déclaration. Je comprends parfois sa frustration. La frustration est qu'il a très mal interprété l'article 28 de notre règlement intérieur. Il croyait que ce qu'il disait, c'était ça, la stricte vérité des choses, alors qu'il était complètement à côté de la plaque. Mais retenez que je n'ai jamais été de mèche avec le président Godin Poï. Le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa dit être dans la légalité. Pour l'instant, les pétitionnaires n'ont plus la possibilité d'initier une autre pétition contre le président de l'APK au cours de cette session. Enanga. Oui, madame. Beaucoup de gens se disent, mais quel est le rôle, en fait, à la fin de ces assemblées provinciales? Parce que il n'y a que les pétitions, les motions de censure, les motions de défense qui font la une. On ne voit pas leur rapport, on ne voit pas des édits, on ne voit rien, on ne sent pas leur descente parlementaire quand il y a des problèmes. Est-ce que vous pensez que, en tant qu'élite de mon pays, que l'on doit surseoir à cette affaire des assemblées provinciales dans la République démocratique du Congo? Oui, merci madame. La Constitution, en ses articles 197 et 198, organise le fonctionnement des assemblées provinciales. Et vous savez que tout ce qui est placé à la Constitution, écrit dans la Constitution, c'est justement pour résoudre un problème de la société par rapport à ce que nous vivons depuis toujours. Si vous allez au préambule de la Constitution, vous allez voir, le préambule a bien présenté le tableau pour que cette Constitution est venue pour redonner un équilibre social et aussi un équilibre juridique sur les institutions de notre pays pour qu'on sache vivre comme un peuple. Mais les assemblées provinciales, la question que vous me posez, qu'est-ce qu'on reproche d'abord? Je vais prendre le cas de Kinshasa et puis on va s'extrapoler sur l'architecture institutionnelle de notre pays, comment elle est devenue fragile. Qu'est-ce qu'on reproche à l'Assemblée provinciale de Kinshasa? Vous avez dit, une léthargie au sein de l'hémicycle, par exemple. D'abord ça, au président Godin Poï. Il y a la léthargie, il y a les plénières qui sont rarement convoquées. Je ne sais pas le reste de leur temps pendant les sessions ordinaires, qu'est-ce qu'ils font? Il y a la faible production législative, les édits. Vous voyez comme notre ville est devenue sale, par exemple. Prenons seulement la saleté de notre ville. Qu'est-ce qu'ils ont déjà proposé? Moi, tel que je suis là, qui est né et grandi ici, je ne connais aucun édit proposé par cette assemblée provinciale. Aucun. Par rapport à la propriété, bon, même par rapport à l'insécurité. Ce qui est vulgarisé, que tout Quinois peut connaître et retenir, rien du tout. Il peut avoir fait un ou deux, mais ce n'est pas connu, ce n'est pas vulgarisé. Et ils votent ça pour qui? Quels sont les reproches? L'inefficacité de l'Assemblée provinciale vis-à-vis de l'exécutif. Donc c'est comme si on a une situation aujourd'hui où Ngobila l'Assemblée provinciale, Ngobila, le gouverneur et le Godin de l'Assemblée provinciale, ils sont dans un mariage d'amour, dans un mariage d'amitié, pendant que ce qui les unit, c'est l'intérêt commun des Quinois. Mais nous, les Quinois, on ne voit rien. Et c'est ce qu'on reproche au président. Et on le reproche encore la non prise en compte des recommandations de l'APK par rapport à l'exécutif. Quand vous prenez seulement ces exemples ici des reproches qui ont constitué la pétition contre Godin Poï, c'est pratiquement sur tous ces points ici, autour toujours des points qui se passent au Congo central, en Ituri, dernièrement au Kasaï occidental avec le gouverneur Maweja, c'est pratiquement qui refuse d'ailleurs de partir. C'est-à-dire que nos politiques aujourd'hui, ils n'ont pas cerné, ils n'ont pas compris pourquoi on a voulu rapprocher les gouvernants aux gouvernés. La Constitution a voulu rapprocher les gouvernants aux gouvernés pour apporter l'action de l'État, ça puisse être plus équilibré et plus visible. Au lieu d'attendre toujours au niveau du gouvernement central, qu'on ait posé un acte à l'Équateur, qu'on ait posé un acte au Nord Kivu ou au Congo central, il faut qu'il y ait des gouvernants proches avec pouvoir
et qui peuvent répondre aux problèmes des Congolais de ce coin de la République. Vous prenez par exemple le problème de la santé, l'éducation. Ce sont des prérogatives des gouverneurs pour organiser ce secteur-là et d'autres secteurs, même des routes secondaires, tout ça pour les Mais nous avons suivi Godin Poyi qui a dit que ce sont des pétitions monnayables parce qu'il y a l'auteur de cette pétition qui a demandé à ce que qu'on lui offre soit un poste, je ne sais pas où, voilà, des GRK et tout, des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, les députés provinciaux sont devenus, permettez vraiment, j'ose le dire, des arnaqueurs, qui aujourd'hui, quand ils ont besoin d'argent, quand ils ont besoin de postes, eh bien, il faut bouger, ou font peur, font du chantage aux gouverneurs. Et les gouverneurs vivent aujourd'hui avec une épée de Damoclès, en sachant que les députés provinciaux peuvent me faire sortir, me faire partir à tout bout de champ. Et Maoué, j'ai peut-être raison, parce qu'il a dit, mais pourquoi? Pourquoi seulement moi je dois partir, parce que les autres ne partent pas? Celui du Congo central n'est pas parti. Voilà, donc il s'est dit, il est du parti du président de la République, il est de l'UDPS, le seul gouverneur élu de l'UDPS. On ne peut pas le faire sauter. Hein. On ne peut pas le faire sauter. Oui, mais c'est épée de Damoclès qui se trouve sur la tête des gouverneurs. Il faut aller à la source. Moi, personnellement, j'ai compris que le problème avec les assemblées provinciales, les gouverneurs et le gouvernement central, c'est au niveau de 40%. Les rétro... oui, l'argent qu'on devait remettre aux provinces pour son bon fonctionnement. Mais vous savez qu'à ce jour, la gratuité de l'enseignement, par exemple, le financement est provincial. Ah bon? Oui, on puise l'argent de la gratuité dans les 40% des rétrocessions des provinces. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout l'argent qui devait servir pour le fonctionnement, les institutions, pour payer les députés, est reversé à la gratuité et les provinces n'arrivent pas à fonctionner. Donc les problèmes, c'est la misère. Quand la misère s'installe au vécu des députés provinciaux, la misère s'installe. Ils ont là aujourd'hui, si j'ai une bonne mémoire, des provinces qui ont même plus de 10 mois d'impayement. Il y a des provinces qui ont 8 mois d'impayement, 6 mois d'impayement. C'est parce que les gouvernements centraux ne rétrocèdent pas convenablement ce qui devait... Et les garants des institutions, n'est-il pas au courant de toute cette situation? Parce que c'est lui le garant de toutes les institutions de la République. Il n'est pas au courant de tout ce qui se passe au sein de sa juridiction. Parce que la RDC, c'est sa juridiction. Donc, il est au courant de rien. Oui, justement, moi je vous ai dit, conformément à l'article 69 de la Constitution, c'est mon garant des bons fonctionnements de la République est repris que si nous sommes dans des conditions normales. Moi, sachant que maintenant nous sommes dans des conditions anormales, je ne vois pas comment peut y avoir un garant dans des conditions anormales. Mais les conditions anormales peuvent devenir normales. Mais il faut y travailler. Tout dépend des hommes. Moi, je crois en l'homme congolais. C'est lui qui a travaillé avec Kabila. Bon, comme Kabila n'est plus là, il travaille avec Fachi. C'est une autre personne, c'est une autre vision, c'est autre chose. Il peut changer pour l'intérêt de la nation. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous êtes aussi... Tous ceux qui étaient dans la FCC ne sont pas de diable, que je sache. Et tous ceux qui étaient à l'opposition ne sont pas de sang, que je sache. Donc aujourd'hui, c'est la RDC d'abord. Justement, c'est ça. Vous stigmatisez tous ceux qui étaient au FCC. Non, moi je ne stigmatise pas ceux qui étaient au FCC. Moi je vous présente la situation actuelle. Nous ne sommes pas dans des conditions normales qui peuvent faire qu'il y ait un garant qui puisse se lever et le taper sur la table, son poignet pour dire que ça doit s'arrêter maintenant. Parce que le départ n'est pas ce que nous avons imaginé, ce n'est pas ce qui est. C'est qu'on nous présente et ce qui est, il y a vraiment une différence totale. Ce n'est pas la même chose. C'est comme ça que les difficultés que nous avons dans les assemblées provinciales, c'est la saleté qui remonte à la surface. Ils ont caché. Maintenant, la misère, la vie devient intenable pour ces députés provinciaux. Parfois, dans d'autres provinces qui utilisent même des vélos. On a appris qu'ils utilisent des vélos pour se déplacer. Ils ne sont même pas mis dans les conditions pour réfléchir et les produits des édits. Comment pouvons-nous sortir ce pays avec une situation pareille? Et maintenant, pour le cas de Kinshasa, c'est la même chose. Et ils voulaient reconfigurer les choses avec l'Union sacrée. Ce sont avec les mêmes qu'on essaie de repréparer une autre sauce qui ne marche pas. Et maintenant, c'est l'argent qui circule. Le monsieur qui vient de parler là, le monsieur qui vient de passer l'interview de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il est accusé d'avoir été corrompu. Oui, il est accusé d'avoir été corrompu. Parce qu'il a refusé de reconnaître la pétition qu'il a lui-même signée quelques temps avant. C'est du non-sens. Comment pouvons-nous signer une pétition et refuser que moi je n'ai pas signé? Ce sont des pratiques que nous avons vues à l'Assemblée nationale et nous voyons ça maintenant aux assemblées provinciales.
Donc, il n'y a rien de bon, rien ne marche, rien n'a changé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il donne l'impression comme si l'architecture institutionnelle de la RDC est fragile. En réalité, la Constitution a bien conçu les choses. On peut avoir quelques réglages, mais ce sont les hommes qui sont venus, qui sont entrés là, non par les élections, qui sont entrés là par des deals qu'eux-mêmes connaissent, comment ils sont arrivés là. C'est comme ça que tout se passe. Nous allons parler d'ailleurs de la Mouka, puisque beaucoup se disent, mais bon, aujourd'hui on a 2 aides de la Mouka. Le samedi, Moïse Katumbi s'est auto-proclamé ou président de la Mouka comme ça se faisait par rotation. Le même samedi, l'autre, elle, Fayolou Mozito, c'était passation de pouvoir. On en est où avec la Mouka aujourd'hui? Et nous allons parler, comme nous sommes au sein des partis, nous allons parler de l'UNC 1 an cette semaine que Vital Kamerhe est en prison, ça fait déjà 1 an. Les voix s'élèvent toujours pour clamer son innocence et des voix s'élèvent pour dire que Kamerhe paye les pots cassés. Kamerhe est le prisonnier personnel de Félix-Antoine Tshisekedi. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Comme j'ai Enanga avec moi, qui est de la Mouka, on va en parler tout à l'heure. Il a officiellement pris les bâtons de commandement ces jours. Adolphe Muzitu est le nouveau coordonnateur de la plateforme La Mouka. Pour le coordonnateur sortant, la tâche n'a pas été du tout facile. Vous avez vu ce que nous avons fait. On a travaillé malgré toutes les difficultés que nous avons connues. On nous a imposé les couvre-feux. Mais ce qui est important pour nous, La Mouka a réalisé des réformes, des propositions de réformes. Pour sa part, Adolphe Muzitu détermine ici les défis qui restent à relever. Je voudrais tout simplement dire que nous avons 2 ou 3 grandes étapes que la Mouka devra sanctionner, au moins la direction de la Mouka. D'abord, faire nos propositions des réformes et passer à la 2e étape, celle de la pression nécessaire pour obtenir ces réformes comme préalable aux élections. Ici est de noter que cette passation de pouvoir a eu lieu dans un climat de controverse, car d'autre part, Moïse Katumbi s'est réclamé la direction de cette plateforme politique. Condamné à 20 ans de travaux forcés pour détournement à la suite du procès 100 jours, Vital Kamerhe totalise déjà 1 an en prison. Pour les membres de son parti politique, l'UNC, dont Joël Mongou, c'est une occasion d'organiser une grande célébration pour demander que justice équitable soit dite en son nom. Nous, à l'UNC, demain, nous allons célébrer cette première année des turbulences, d'injustice que notre parti, tout comme notre président, traversons ensemble. Donc c'est un moment très difficile que nous traversons, c'est un moment douloureux, mais nous avons décidé de regarder l'avenir avec beaucoup d'optimisme parce que nous devons continuer à nous battre, à militer contre l'injustice, contre cette opposition à l'état des droits que nous avons tous voulu. Pour ce qui est des velléités de division au sein du parti de Vital Kamerhe, ce cadre rassure que le parti demeure uni malgré l'absence de son leader. Jusque-là, l'UNC restait uni. C'est vrai, les départs, les trahisons en politique, c'est un repas quotidien, mais jusque-là, l'UNC restait uni. Derrière son chef, l'honorable Vital Kamerhe, et il n'y a pas de départ, il n'y a pas de... il n'y a pas de division en interne, c'est vrai, à l'absence du père, la maison peut être bousculée, mais nous tenons le coup grâce au leadership des dirigeants qui continuent à conduire cette grande machine politique qui est l'INC. Il faut rappeler qu'un procès en appel de Vital Kamerhe est en préparation, car ses avocats et ses partisans estiment que le procès n'a pas été équitable. Enanga, je ne vais pas vous lâcher, vous de la Mouka, comme vous êtes de la Mouka. Madame. 2 ailes aujourd'hui? Non. Comment ça? C'est pas possible. Comment on peut avoir 2 ailes dans une structure où les débuts a commencé, les débuts étaient clairs, fondés sur des textes, et les personnes qui n'arrivent pas à respecter les convictions politiques, et eux-mêmes ils ont signé, nous venons d'en parler d'ailleurs, peuvent pas créer
La Mouka bis. Non. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Nous sommes en avril 2019 à Bruxelles. On devrait requalifier le combat de la Mouka en disant nous quittons la plateforme électorale, nous maintenant nous devenons une plateforme politique, tout ça, on doit maintenant aller se battre comme des politiques. Ils avaient requalifié. Il avait requalifié la Mouka. Justement, c'était posé sur 4 axes, cette requalification. Le premier axe, c'était l'état de droit. Le deuxième axe, respect de la Constitution. Troisième axe, lutte contre les antivaleurs. Et dernier, c'était la vérité des urnes. Est-ce que le comportement de M. Katumbi et de M. Bemba est une valeur ou une antivaleur? Mais le président, ils ont simplement répondu à l'appel du chef de l'État. Le chef de l'État s'est rendu compte, il a dit seul, il ne peut rien faire. Comme le disait Mobutu, le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut rien. Avec l'appui de tout son peuple, là, il peut tout. Le chef de l'État, en toute humilité, a ouvert les bras. Il a dit, venez, travaillons ensemble. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba ont accepté. Martin Fayulu a dit non et Mozito. Justement. Alors, ils ne peuvent pas dire que comme eux, ils ont dit non, les autres n'ont pas le droit d'avoir encore un droit de regard sur la Mouka. Non, rien ne les empêche. Le problème, c'est que quand vous dites oui à l'appel du chef de l'État, comme eux, ils le prétendent, et vous décidez de faire un programme commun, vous allez même avec vos propositions, que les fameux Kaboun rejettent, ils vous humilient, vous revenez et vous cherchez à entrer dans un gouvernement pour gérer la République. Vous êtes du pouvoir ou vous êtes de l'opposition, ou vous êtes dans la résistance. C'est ça. Mais quelqu'un m'a dit de vous poser cette question. Oui. La Mouka n'est pas de l'opposition, la Mouka fait de la résistance. Eux-mêmes, vous avez donné cette signification. Vous n'êtes pas des opposants. Martin Fayulu lui-même ne se considère pas comme opposant. Justement, il se considère comme président élu. Voilà. Donc, vous ne faites pas de l'opposition, vous faites de la résistance. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba sont de l'opposition, même si ils disent que nous sommes de l'autre côté. Nous pouvons noyauter, nous pouvons arranger les choses en étant dans le système. Vous ne pouvez pas les empêcher. Les résistants se battent contre l'oppresseur. Vous comprenez notre logique. Il y a des gangsters qui ont fabriqué des résistants et qui se sont imposés pour diriger les pays. Ce sont des oppresseurs. Nous venons de parler des prix des denrées alimentaires il n'y a pas longtemps. Ils sont en train d'oppresser la population. Nous ne pouvons pas être dans l'opposition formelle comme le président de la Constitution où on a formellement et réellement perdu les élections. Non. Nous les avons gagnés. Mais sauf que face aux oppresseurs, on résiste, on ne les accompagne pas. C'est comme ça, eux qui ont décidé d'accompagner les oppresseurs. Non, il faut une opposition républicaine. Mais justement, c'est l'accompagnement. Ils peuvent apporter un plus. C'est l'accompagnement parce que ça va déjà en contradiction avec les 4 axes assignés par le combat de la Mouka. La lutte contre les antivaleurs. Mais eux-mêmes, Katumbi et Bemba, le 30 juillet à Lubumbashi 2019, au point 4 du communiqué qu'ils ont produit à la fin du présidium, ils ont constaté le départ de Moussa Nyamousse et de Matungulu. Matungulu aussi pouvait me dire, oui, moi si je suis de la Mouka, je suis allé travailler en Afrique, à la BAD, quelque chose comme ça, et j'ai un droit de regard. Ils n'ont pas bougé parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent pas être, comme en France, à la droite et à la gauche, comme aux États-Unis, républicains et démocrates. Non, il faut avoir une position. Et ils refusent de s'assumer parce qu'ils savent que là-bas, ils sont déjà maltraités et ils seront encore maltraités. Attendez la sortie du gouvernement, vous allez voir, ils n'ont peut-être qu'un ou 2 ministres. Et ils ont réclamé des institutions qu'ils n'ont pas eu. On les a dribblés avec les 2 grossesses et à la fin, ils se retrouvent, ils sont au milieu, ils n'ont rien. Donc, oui, je vais atterrir en vous disant, c'est comme ça que le 26 février, le point 5 et le point 9 du communiqué du présidium, après que le président élu ait convoqué des réunions et qui n'ont pas répondu, on a aussi constaté, comme eux ils ont constaté à Lubumbashi, comme on a aussi constaté les départs des Katumbi et des Bemba parce qu'ils n'ont pas travaillé pour le compte de la Mouka. C'est facile à comprendre. Moi j'écoute les Congolais, tous les sons de cloche. Hein. Oui. Je ne fais, il n'y a pas de censure. Oui, vous êtes journaliste. Il n'y a pas de censure. Je pose cette question. Beaucoup disent que la Mouka aujourd'hui, ce n'est que les gens du Bandundu. En fait, de l'ex-Bandundu, ou du coup il est aujourd'hui. Mozito, Fayulu, il y a aussi des Quinois, comme moi. Ce sont des Mpangi, comme on dit. Donc c'est quelque chose qui ne ressemble que les gens du Kwilu. Oui. Vrai, faux? Faux.
Exactement. Question directe. Pas de justificatif. Vrai, faux. Faux. Exactement. On me dit, mais pourquoi Martin Fayulu s'accroche à la Mouka? Il peut créer son propre... Il a la popularité, comme il dit. Il a l'impérium. Comme il dit, il est aimé. Comme il lui-même il a dit, je suis aimé de partout. Je ne suis pas seulement autorité ou aimé chez moi au Kwilu, mais je suis aimé jusqu'à l'est de la République, au Kassai, au Katanga, ex-Grand Katanga, à l'Équateur et tout ça. Vous savez, madame, la vision, la direction de l'union sacrée et la direction de la Mouka, c'est comme disent les philosophes, c'est une antinomie. Donc, c'est totalement opposé. Ça n'a rien, il n'y a même pas de point d'intersection. Ce sont deux ensembles qui sont séparés. Ceux qui ont fait les mathématiques, ils connaissent. Il n'y a même pas un point d'intersection entre les deux ensembles. Entre quoi et quoi? Entre la Mouka et Union Sacrée. C'est deux gigastructures totalement séparées. C'est comme ça. Je vais vous répondre. Pourquoi Justement, Martin la Mouka est une création du peuple congolais. Le peuple a décidé. Il faut qu'on revienne à l'histoire. D'où vient la Mouka? Nous sommes allés en 2006, en 2011 aux élections, toujours avec des listes dispersées. Le peuple vous dit, nous, pour qu'on puisse vous voter cette fois-ci... Mais j'invente des bébés Makamboute. Non, j'invente des bébés Makamboute. J'invente des bébés Makamboute. Vous avez dribblé les autres. Non, pas j'invente, c'est la Suisse, Genève. Genève, pas oui. Genève, les bébés Makamboute, maman. Les gens de Bandoundo ont soutenu Martin Fayulu. Tous se disent aujourd'hui, tous, on est devenus tribalistes à cause de notre appartenance tribale, tout simplement. Alors aujourd'hui... Retenez qu'au Congo, personne ne peut être élu que par sa tribu. C'est impossible. Nous avons plus de 400 ethnies, tous minoritaires. Donc si vous n'êtes que soutenu par votre tribu ou votre région, comme il le prétend, votre province, vous ne serez pas élu. Pour être élu, vous devez dépasser les clivages ethnico-tribaux. Le président lui, Martin Fayulu, à l'issue des travaux de Genève, il a dépassé les clivages ethnico-tribaux. Pour preuve, Katumbi du Katanga l'a soutenu, Benma de l'Équateur l'a soutenu, Moussa Namus du Grand Kivu l'a soutenu, et Adolphe Mouzitu du Grand Bandou l'a soutenu, ainsi que d'autres notables du Congo central. Et nous aussi à Kinshasa, nous l'avons soutenu. C'est comme ça que le président a élu et fait un score qui a dépassé tout entendement. Vous comprenez, madame? Donc, la Mouka aujourd'hui n'est pas une affaire des Fayulu. La Mouka, c'est une affaire du peuple congolais. Je vous ai rappelé l'histoire. Le peuple a dit, créez-nous une structure. Il y a même une personne qui a pris les micros devant l'esplanade du Triomphal. Il a dit, en lingala, on a trahi à la mondo, tomeli mondo pour la trahison. C'est-à-dire qu'ils ont juré pour ne pas trahir le peuple. Et ils sont allés plus loin à Genève. Ils ont fait des actes d'engagement. Ils ont apposé leur signature sur des actes d'engagement et prédisant même leur mort politique. Prédisant la mort politique de ceux qui vont trahir ces combats du peuple. C'est comme ça que le président lui, Martin Fayulu et les premiers Adolphe Mouzitu. Ils respectent leur acte d'engagement. Ils ne bougeront pas. Okay. Ils sont là. Toute personne qui ne respecte pas son acte d'engagement, qu'il a signé devant le peuple, oh mais là qui mbondo, à quel simanda à Sandi Mondo n'avait pas la Ndeko, Chilombo, Tondeko Kabila, il s'apprendra qu'à lui-même. Et la Mouka reste intacte, même s'il reste seul, même si le sexe partait, la Mouka c'est la création du peuple congolais. Un nom de Caméré. Pour vous, est-ce que ce procès était équitable, juste ou un procès carrément politique? Personnellement, cette histoire de... comment on appelle le procès des 100 jours, pour moi c'est une distraction. Encore, vous aimez bien hein, la distraction. Oui, mais parce que c'est ça le jeu. C'est ça le jeu, en fait. On est en train de distraire tout le monde pour essayer de vous faire miroiter un truc qui n'est pas vrai. Il y a eu près de 400 millions de dollars qui sont sortis pour le projet des 100 jours. Le procès de Caméré ne reprend que près de 50 milliards. Où sont les procès de 350 millions? C'est d'abord la première question que moi je me pose. La deuxième question, avec tout le respect que j'ai pour M. Caméré, il sait pourquoi il est arrivé là. C'est pas à moi de lui donner la réponse.
Il doit parler avec son frère, avec qui ils ont eu ces pouvoirs comme ils le savent. Pourquoi leur deal a échoué et leur a mené à un niveau où lui doit être en prison, l'autre doit être au pouvoir. Ils connaissent le pourquoi, ils ne nous disent pas la vérité. Les procès, comme je vous ai dit, les sophistes des dernières heures, les délits de peste, ils viennent toujours, la faute c'est les autres. Eux sont des saints. Dans les 100 jours, ils n'ont rien fait. C'est Caméré, c'est Bamaros, c'est tous. Et à la fin de la journée, toutes les personnes arrêtées sont libres. Seul Caméré reste en prison. Est-ce que vous comprenez que est-ce que ça c'est de la justice? Ou bien ça, c'est un truc qu'on veut présenter aux gens pour qu'on essaie de nous faire voir qu'il y a eu réellement des procès. Mais la vérité c'est qu'il y a eu l'affaire de 15 millions. Ça disparaît, que c'est éclaboussé. Aucune suite jusqu'à ce jour. Où on a même dit que la rétrocommission est égale à la commission. Et qu'on avait légitimé la corruption. Avant-dernier dossier, nous allons parler de l'IGF. L'IGF qui fait bouger le genre l'IGF qui aujourd'hui devient l'autorité régulateur des dépenses au Kebi IGF Azanayo, comme on dit ces derniers temps. Nous allons parler de cette affaire de détournement à l'EPST et nous allons parler un peu de la fermeture des ambassades. Vous avez suivi le cri d'alarme du ministre des Affaires étrangères à la radio Top Congo. Ça fait le buzz, ça a soulevé une indignation pas possible. Comment un si grand pays comme la République démocratique du Congo, mon pays que j'affectionne, on a le sentiment journaliste dans la communauté congolaise. Quand je vois mon pays, je vois un si grand pays comme la République démocratique du Congo avoir des ambassades qui vont être fermées. Notre image à l'extérieur salie comme ça, ça fait mal. Je ferme la parenthèse. Nous allons en parler tout à l'heure, mais je crois que la solution a été trouvée. Ce lundi déjà, on va commencer à décaisser quelque chose par rapport aux ambassades. C'est depuis 8 mois que toutes les ambassades de la RDC ne payent plus les loyers. Interrogée à ce sujet, la ministre des Affaires étrangères dit que ces alertes n'ont pas été entendues jusque-là. C'est effectivement une grande humiliation et pour ne pas la vivre, j'ai fait tout ce que je pouvais faire et même au-delà. Ce sont vraiment toutes les chancelleries de la République démocratique du Congo qui sont concernées et je ne sais pas pourquoi, mais cela n'a jamais quasiment abouti, si ce n'est des petites corrections par-ci, par-là. Ça n'a pas abouti. D'ailleurs, la preuve, c'est que maintenant, toutes sont quasiment concernées et que toutes leurs occupants risquent d'être mis à la porte d'ici peu. Donc, j'ai présenté le dossier, j'ai été voir le Premier ministre, j'ai tout fait. Je ne sais pas ce que je pouvais faire de plus. De l'autre côté, les personnels administratifs et diplomatiques ne sont pas non plus rémunérés. Quant à ceux, ces agents du ministère des Affaires étrangères de l'étranger promettent de traduire les ambassades de la RDC en justice pour non-paiement de leurs droits. Les ambassades congolaises ne délivrent plus de passeports depuis le changement du prestataire qui produit ce document. Notons qu'ici à Kinshasa, les fonctionnaires de ce ministère prévoient une grève si leurs revendications ne sont pas prises en compte dans les 15 jours qui viennent. Selon une certaine opinion, les négociations seraient entamées entre le parquet près la Cour de cassation et l'inspection générale des finances. Une grosse enveloppe, des gros billets verts seraient mis en jeu pour classer sans suite les dossiers de détournement à l'EPST. Tout ceci en vue d'abandonner les poursuites contre le ministre d'État et ministre de l'EPST cités dans cette affaire. Or, lors du procès, le ministère public avait prévenu que le dossier qu'il opposait à Michel Djamba et Delphin Campailly n'était que le prélude d'un long procès parce que la période couverte pour ce premier dossier était d'avant l'avènement de Willy Bakonga à la tête de ce ministère, c'est-à-dire qu'avant 2019. Ce qui fait maintenant que le parquet, près la Cour de cassation, cherche à sortir Willy Bakonga du bénitier pour le présenter comme un innocent. Si l'incriminé c'est son non coupable, il n'a qu'à affronter le procès et prouver son innocence devant tous les Congolais qui ont les regards fixés sur la Cour de cassation. Et pour sa part, l'IGF a précisé que ce dossier est en instruction au parquet général près la Cour de cassation.
À travers un communiqué rendu public ce lundi 5 avril 2021, elle réaffirme l'intégralité de son rapport ayant établi une gestion au niveau du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Au terme de ce procès, le directeur national et l'inspecteur de l'EPST, les deux prévenus dans cette affaire, ont été tous deux condamnés à 20 ans de prison ferme. Et donc, nous avons suivi cette affaire d'ambassade. Sinon, ça me reste vraiment à travers la gorge. 8 mois de paiement. Tout ça, c'est la faute à Sélé Alagouli. Parce que les gens disent, mais c'est lui le ministre des Finances. C'est lui qui devait décaisser l'argent. Il y avait le conseil des ministres chaque semaine. Est-ce qu'il n'était pas au courant que les ambassades de mon pays avaient des dettes, des arriérés, les personnels, on ne percevait plus les passeports. Voilà, tout ça, ça passait comme ça. Je ne comprends pas pendant 8 mois, aucune connaissance de ce dossier. Je me pose la question, les services et tout ça, personne n'était au courant? Non, ils étaient au courant, mais comme je vous dis, les têtes en faillite. Vous savez que le pays, une république comme la nôtre, se repose généralement sur 4 piliers. Nous avons l'administration, nous avons l'armée, les services d'intelligence et la diplomatie. La diplomatie qui est l'image de la République ailleurs. On a essayé de voyager, on a vu parfois qu'est-ce que représentent nos ambassades ailleurs. Rien à voir avec les ambassadeurs d'autres pays. Rien à voir. Parfois, ce sont des résidences privées, parfois, ce sont des histoires où on a des arriérés de 2 ans, 3 ans, les personnels vieillissants, on a changé la rotation remonte de 15-20 ans. Il y a des gens qui sont déjà à la retraite, mais comme on n'a pas encore payé les décomptes finales, ils ne peuvent pas partir. Et c'est cette image que nous présentons à la face du monde, partout où nos ambassades se présentent. Et c'est ça l'image du Congo à l'intérieur. On ne peut pas échapper à notre réalité. C'est notre réalité. Au lieu de se focaliser et de mettre notre intelligence pour changer les choses, nous mettons notre intelligence pour voir comment dédoubler les structures, pour voir comment tourner par la petite porte, créer des histoires qui n'ont pas de sens, jusqu'à la fin de la journée, sortir de l'argent de la caisse de l'État et bouffer. Et entre-temps, les caisses, des fois que c'est vidé, nous avons même plus de réserves d'échange. J'ai appris dernièrement qu'on était à moins de 2 semaines de réserves d'échange à la Banque centrale. Et avec cette situation, comment pouvez-vous croire que notre pays est capable de payer 8 mois d'arriérés dans plus de 100 et quelques pays du monde? Impossible. Impossible. Je fais un raccordement frauduleux, c'est vrai, comme on parle un peu des ambassades, je fais un raccordement frauduleux par rapport à la francophonie. Cette semaine, le président est allé quand même donner le coup de la première paire pour les Jeux de la francophonie qui doivent se tenir en 2022, normalement à Kinshasa. Oui. Mais un internaute m'a dit de vous poser carrément cette question. Est-ce que c'est vraiment une priorité, ces Jeux africains? Parce que moi, je sais que le Canada en a refusé. Normalement, c'était le Canada qui devait tenir ces Jeux. Mais le Canada a dit niet, non. Et nous avons récupéré. Pourquoi? Nous avons tellement de problèmes. Est-ce que ces Jeux de la francophonie peuvent nous sortir de quoi? Est-ce que ça va donner du boulot aux Congolais? Qu'est-ce que ça va apporter positivement aux Congolais? Oui, sur le plan, je pensais sur 2 volets. Du côté bénéfice et du côté perte par rapport au Congo. Du côté bénéfice, c'est peut-être les infrastructures. Ça peut y avoir création d'emplois, le travail. Moi, je suis architecte. Je connais des cabinets d'architecture qui ont gagné des marchés dans cette construction-là. Ils pourront employer des Congolais dans du travail. Mais notre fameux problème reste intact dans ce que nous faisons, tout ce qui est lié au sport. Vous avez le stade des martyrs. La part congolaise de 30% qui n'a jamais été faite jusqu'à ces jours. Pendant près de 30 ans maintenant que le stade a été construit, le Congo n'a jamais déversé sa part. Et moi, je me pose la question. Au jeu de la francophonie, il y a un budget aussi de la part du Congo que le Congo doit déverser compte tenu, nous devons recevoir des infrastructures qui vont rester pour notre sport et pour notre immobilier à travers la République. Mais maintenant... Non, c'était seulement Kinshasa. C'est moi Kinshasa. Ok. Si nous, le Congo, ne donne pas sa part, là je vais maintenant à la deuxième partie, la partie négative, où nous savons que nos caisses sont vides. Nous avons des problèmes institutionnels pour d'abord payer des personnels, députés provinciaux, diplomates, fonctionnaires, militaires, soit sous-payés, soit non payés. Je sais que même chez les enseignants, il y a des non payés.
des OMI, toutes ces personnes-là qui réclament jour et nuit, qu'ils ont besoin qu'on puisse rehausser leur niveau de vie. Les gens qu'on paye 70 000 francs, presque $30 le mois, $35 le mois, ça ne représente rien. Si nous, on doit accepter de prendre ces jeux pour donner une image positive du Congo, mais les autres savent ce que nous sommes. On ne va pas cacher notre réalité en organisant un jeu et nous connaissons les Congolais dans la corruption et tout ce qui va se passer si ça ne suit pas les règles de l'art. À la fin de la journée, on n'aura même pas ces jeux qui seront organisés. Vous avez vu avec le Cameroun. Le Cameroun a des problèmes de corruption comme le Congo. Il était arrivé à la Coupe d'Afrique, ils ont reporté. Parce qu'avec les constructions, il y a des problèmes. Est-ce que nous, connaissant nos problèmes, on n'a pas été pas trop responsable d'accepter ça? Si on estime que nous sommes responsables de l'avoir accepté, assumons-nous et faisons bien les choses. L'IGF, nous avons suivi mon excellente consoeur. Là, il y a déjà des enveloppes qui circuleraient par rapport à l'affaire EPST. On ne veut pas que les autorités soient trempées dans cette histoire. Seuls les ministres payent, mais bah oui, hein, et les gens disent que c'est une justice à deux vitesses. Voilà, parce que lui disait, j'ai suivi une partie du procès, il ne recevait que les ordres de qui, on ne sait pas, mais de ceux qui sont sa hiérarchie. Mais aujourd'hui, la hiérarchie n'a pas payé, c'est lui qui a payé, qui a écopé de 20 ans. Justice à deux vitesses? Oui, justice à deux vitesses, nous le disons depuis toujours, que l'état des droits n'est pas encore une réalité au Congo. L'état des droits, c'est encore un slogan. Parce que là, les factures ont fuité dernièrement avec le ministère de EPST. Des factures d'un entrepreneur qui a fourni des masques ainsi que des gels alcooliques pour des gels hydroalcooliques pour la lutte contre le corona aux écoles. Et ces mêmes factures ont été modifiées. L'entrepreneur ne reconnaît pas ces factures-là. Il dit, lui, là, c'est fourni autre chose et ce n'était pas des gels. Mais vous voyez, avec tout ça, il n'y a même pas besoin que l'IGF puisse faire tous ces tapages. Des preuves, parce que des enquêtes des jeunes se sont là. Il suffit que les parquets s'en saisissent et on puisse directement juger ou arrêter les auteurs de cette anarque. Mais malheureusement, vous allez voir, l'IGF entre, la corruption commence. L'IGF, c'est bien beau, mais tous ces tapages, pourquoi? Pourquoi ça ne se fait pas dans le calme? Pourquoi on doit toujours médiatiser? Parce que là, on a besoin de faire du bruit. Pour qu'eux entendent. Oui, eux entendent et ils reviennent. Et on connaît notre système du Congo, comment on fonctionne avec Motelikasu. Et puis là, Motelikasu passe, Mandé soit Bana, ainsi de suite. Et finalement, rien de bon. Que j'aime mon pays. Nous sommes en train d'atterrir. C'est compliqué. Nous allons aller un peu à l'est de la République, mesdames et messieurs, où la situation n'est pas très réluisante. On m'a envoyé une image aujourd'hui. Je n'ai pas pu terminer cela. On est en train de décapiter quelqu'un. Donc, c'est atroce. Aujourd'hui, les images qui circulent à l'est de la République, mesdames et messieurs, on décapite, on met la tête à côté et on éventre la personne. C'est insoutenable. 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 Je martèle, c'est insoutenable. Il faut avoir un cœur de pierre pour ne pas compatir à la souffrance de nos populations de l'Est. Même ceux qui disent que ce sont eux-mêmes les fils de l'Est qui complotent, qui veulent que cette situation perdure, mais en tant qu'être humain, il faut avoir de la compassion. C'est intenable. Et nous allons terminer évidemment par cette 4e journée anti-MONUSCO. Vous savez, les jeunes se sont levés là-bas à l'Est de la République pour dire non à la MONUSCO parce qu'ils ne sentent pas l'impact de la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Pendant les 10 jours de manifestation, le mouvement citoyen, opérateurs économiques et des groupes de pression ont prévu un culte pour implorer la présence divine pour la fin des tueries à Béni. Le souhait de plus d'un est que les âmes des victimes reposent en paix et que Dieu exauce leurs prières pour le retour de la paix dans la région. Parmi les manifestants se trouvent également des centaines d'enfants, jeunes et adultes affectés par des tueries en vogue dans la région de Béni depuis plus de 6 ans. La population de cette partie du pays s'est dit fatiguée et accuse les autorités d'être impuissantes face à cette situation. Elle espère que Dieu va exaucer sa prière et convaincre les ADF à cesser ces tueries. Après les cultes, le participant, surtout les jeunes de mouvements citoyens,
et groupes de pression se sont rendus au quartier général de la mission onusienne à RDC pour un sit-in. Objectif visé, dénoncer l'inaction de la MONUSCO et exiger son départ sans condition. 2 coups de feu ont crépité pendant plus d'1 heure au centre-ville de Butembo. 2 militaires et policiers ont reprimé des jeunes qui voulaient à tout prix se rendre à la base de la MONUSCO. Je ne pense pas que nous soyons en stabilité politique à même de voir cette mission des Nations Unies partir. En toute honnêteté, nous avons encore des problèmes politiques entre nous, les acteurs politiques, et la neutralité ou bien la gestion de nos ambitions et de nos conflits politiques ne peut être gérée que par ces gens, au regard de leur mission et au regard de la place qu'ils ont dans le Conseil des Nations. Et donc, penser que la solution c'est le départ de la MONUSCO, c'est exactement réfléchir à côté de la plaque. Je regrette aussi justement que nos frères, nos compatriotes puissent chaque jour mourir du fait de ceux qu'on qualifie d'ADF alors que personne n'a amené la preuve contraire. Et je suppose qu'il y a des complicités à tous les niveaux parce que la mission principale d'un pays c'est de sécuriser sa population et aussi ceux qui viennent nous accompagner en appui comme cette mission ont aussi l'obligation de effectivement nous accompagner, pas d'être complices aux forces négatives. Je comprends le ras-le-bol de la population, mais seulement je m'adresse aussi à cette même population pour leur dire que les lois internationales interdisent justement les attaques contre les missions humanitaires. Il faut faire le distinguo entre ceux qui nous tuent et ceux qui nous accompagnent. Et c'est plutôt au pouvoir public qu'il faut s'adresser parce que c'est plutôt notre pays et les autorités de notre pays qui ont la responsabilité absolument de nous protéger. Cette question de l'Est, aujourd'hui, défait la chronique et qu'il n'y a aucun Congolais. Mieux, il n'y a aucune personne humaine qui ne soit absolument attristée de cette situation. Il est temps que la communauté internationale, que nos autorités puissent s'asseoir et réfléchir fondamentalement sur les causes justement de l'insécurité à l'Est de notre pays. Il faut de la volonté politique. Cette volonté politique doit partir de l'impulsion du président de la République. Et je suppose qu'aujourd'hui, il faut absolument qu'il y ait un gouvernement investi tout de suite avec pour mission de s'occuper de la question sécuritaire. Et donc, il est possible de mettre fin à cette insécurité, mais surtout ça passe par les pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics ici sous-entend un gouvernement investi avec des missions précises. Enanga. Oui, madame. J'ai une élite avec moi. Est-ce que la situation de l'Est, c'est pas nous-mêmes qui laissons pourrir cette situation pour que les mafieux et ceux qui sont avec les mafieux se retrouvent 20 ans, depuis 1994, depuis qu'on a ouvert la porte, ce corridor de l'Est, aujourd'hui la situation ne fait que s'empirer. S'empirer. Vous avez cité vous-même le nombre de groupes armés de 40, je ne sais pas, de 20 à 140. Aujourd'hui, c'est vraiment intenable pour eux. Est-ce que ce n'est pas entretenu par nous-mêmes, les fils du pays? Parce que Mbosso l'a dit, quittez les groupes armés. Quittez les groupes armés. Je ne sais pas si le monsieur de l'ECD de l'Est fait partie d'un groupe armé ou il entretient quelqu'un de groupes armés. Parce que les députés sont des Moko. Non, on a un député à Goma, l'honorable Jean-Baptiste Kassé, qui vient de faire un coup de gueule dernièrement. Ah, mais c'est Kassé qui a quitté les groupes armés. Par rapport à... Puisqu'on dit que tous ceux qui sont de l'Est non, là-bas... moi je pense, madame, là c'est Mbosso dans ses shows. Hein. Comment ça? Oui, moi je pense que Mbosso... Il est quand même la deuxième personnalité. Oui, s'il vous plaît, madame. Donc sa voix porte, Mbosso ne peut pas dire n'importe quoi. Et madame, quand il parle, sa parole porte. Madame, malheureusement, c'est ça en fait. Là où moi je suis, le diapason, moi je vois les choses. C'est qu'ils nous affichent une situation normale. Pendant qu'eux-mêmes ils savent que nous ne sommes pas dans une situation normale. Comment pouvez-vous expliquer que dans un pays comme le Congo, la deuxième institution de la République vient vous balance, quitter les groupes armés? Lui connaît les noms des gens, s'il connaît, qui cite, qui dépose une plainte au parquet, qui accuse les députés, parce que ces députés-là sont allés le voir. Lui, Mbosso, à côté. Je vous épargne de ce qu'il leur a dit. À un moment, il s'est rétracté, à un moment... Non, j'ai dit c'est son show. Il a fait un show pour faire voir aux gens qui compatissaient. Pourtant, il est dans le deal. C'est à cause d'eux que cette situation persiste. Parce que les enfants de l'Est, j'aime même pas dire ça, les Congolais, je dis les Congolais, ils les ont empêchés de voter. Plus de 1 300 000 voix.
Des Congolais empêchés de voter et ils vous produisent des résultats des élections où on a entre les premiers et les deuxièmes une différence de 600 000 voix. Vous comprenez? Ils ne savent même pas tricher. Donc, le Congolais, nos frères du Kivu, nos frères de Beni, ils sont, je peux dire, ils sont le déchet. Il les considère comme les déchets. Mais il y a quand même, il faut avouer, Enanga, il y a quand même aussi une complicité interne, parce que oui, on peut pas. Oui, madame, moi je comprends. Il y a quand même des complicité interne peut exister, mais le rôle de l'État, ce n'est pas d'entretenir ces complicités-là. Je vous ai parlé des piliers de l'État, l'armée. Que fait notre armée? Avons-nous réellement... L'armée se bat, il n'engage pas jeter la pierre à l'armée. L'armée se bat, l'armée récupère certains territoires. Quand je parle de l'armée, justement... Avec tous les petits moyens, là, mais l'armée quand même se bat. L'armée que moi je fais allusion, ce n'est pas cette armée d'infiltration. Non. Je parle de l'armée du Congo. Dépourvue des infiltrés. Il y a des infiltrés dans l'armée qui ne le savent pas. Et vous donnez un commandement le matin avant que ça n'arrive au front, c'est déjà capté, l'ennemi a l'information, l'ennemi se déplace. Des amis vont installer des antennes de téléphonie à l'est. Ils vous disent clairement, mon cher, ici on me dit 14h, les rebelles vont passer. À 11h, ils descendent de l'antenne, ils fuient, 3 heures après, il y a des détournements. Comment ils le savent? C'est une situation, il y a des fois on alerte. C'est comme ça que les jeunes sont fâchés. On alerte la MONUSCO. L'honorable Jean-Baptiste Kasseko l'a bien dit avec son coup de gueule. Il a dit non, ce n'est pas possible que la MONUSCO réponde que dans ses attributions, mais il ne peut pas intervenir, même si c'est dans le contrat qu'ils ont avec le FARDC. Mais qu'ils revoient ces contrats-là. Si le contrat n'est pas bon, qu'on change, qu'ils partent. Mais s'ils doivent rester, c'est pour agir. Moi, j'ai survolé des documents. J'ai lu le droit universel, les documents du droit universel de l'homme, avec ses 30 articles. J'ai lu la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, le 26 premier article des droits de l'homme. Mais moi je me demande, ces documents-là, ça sert à quoi? Produits par l'Union africaine, et nous avons des Africains en Afrique, pas en Europe, déportés, qui souffrent, mais c'est dans leur territoire et dans leur zone naturelle qui sont exterminés. Les termes c'est exterminés. Vous faites allusion aux images que vous voyez. Et puis les images ont un point commun, la tête hors du corps. C'est quoi le code? Le message. Le message codé, c'est quoi? Pourquoi toujours la tête doit se retrouver à côté? Et les messieurs et les dames qui font ces photos-là, ils sont dans quelle position? Pourquoi eux ne sont pas éventrés? Qui filment, qui photographient et qui publient? Ce sont des questions qu'on doit se poser. On est en train de les partager par moment dans des groupes WhatsApp, Facebook, sur les réseaux sociaux, sans connaître les dessous des cartes. Mais nous voulons savoir. Doit-on ne pas le publier? Donnez-moi votre avis. Non. Parce que moi, je suis journaliste. Oui. Doit-on publier ou pas ces images? Doit-on publier ces images? Oui. Mais remonter aussi. Qui publie ça? Et il faut comment... C'est un peu difficile. Oui. Bon, que les services peut-être fassent leur justement, aussi. Je veux parler des services d'intelligence compilés de l'État. Donc, nous sommes un État, quand je dis un État en faillite, parce que nous avons l'administration qui ne fonctionne pas, les services d'intelligence qui ne fonctionnent pas, l'armée, la vraie armée qui ne fonctionne pas, l'armée infiltrée, la vraie armée qui ne fonctionne pas, et la diplomatie qui n'est pas en bon état. Donc, tout ça réuni, vous voyez que notre pays ne peut pas se relever dans ces conditions-là. Et les mafieux, les dealers, toutes les personnes qui prennent en otage nos populations, nos frères, pour continuer à les massacrer comme ça, ce n'est pas une bonne chose. À un moment, on doit dire non, c'est comme ça. Il faudrait qu'il y ait un changement de régime le plus vite possible pour arrêter ces atrocités et qu'à un moment, le Congo puisse exister comme peuple. Plus de 12 millions de morts, comment on peut continuer à accepter ça jusqu'à aujourd'hui? Ce n'est pas normal. Nous sommes à la fin. Est-ce que pour vous, il y a génocide en RDC ou pas? Parce que certains confrères ont dit que ce n'est pas un génocide. Non, c'est plus qu'un génocide, madame. C'est plus qu'un génocide. Ce qui s'est passé au Rwanda, ce n'est même pas le 1/10 de ce que nous avons ici. C'est plus qu'un génocide. Merci Enanga, merci en tout cas Christian Enanga, Trésor Enanga d'être passé, secrétaire exécutif provincial de l'ECID du Moamba. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci en tout cas d'avoir décortiqué avec nous l'actualité. Je remercie toute l'équipe technique, je remercie vraiment mes followers dans les réseaux sociaux, tous les téléspectateurs de Congo Web Télévision, les téléspectatrices qui nous suivent. Merci à vous pour votre fidélité. Je profite aussi de l'occasion ce dimanche pour souhaiter
Un bon anniversaire à une dame que j'apprécie énormément. Bon anniversaire à toi, Yolande Elebe Mandembo. Bon anniversaire à toi et que Dieu continue de te bénir. Et un anniversaire anticipatif, en tout cas, à ma fleur, à mon joyau, à mon trésor, à moi. Mon trésor à moi. Okay. Voilà, merci. Et bon anniversaire anticipatif, Jade Lofoli Kembo Ndoya Mamananga. Bon anniversaire, ma fille. Tu es née le 14 avril. Que Dieu soit toujours avec toi et que tu continues de briller comme cette pierre qui s'appelle Jade. On se retrouvera, mesdames et messieurs, avec le même plaisir le dimanche prochain. Inch'Allah. Merci.